Yo les trashers, il y a déjà 2 ans, on avait vu ensemble quand les animateurs TV se moquent de YouTube, et l'année passée, je vous avais montré comment les chaînes TV arrivent en force sur notre site. Aujourd'hui, 3e sujet sur la relation TV et YouTube. On va aller voir quelles émissions TV sont les ancêtres des chaînes YouTube actuelles. Car oui, dans beaucoup de cas, des concepts que vous pourriez croire propres à YouTube ont existé bien avant à la TV. Le divertissement. On peut déjà aller voir du côté de Morning Live, l'émission phare de Michael Youn entre 2000 et 2003 sur M6. Une émission totalement tarée dont le principe était de vous réveiller et vous mettre la patate dès le matin. Enchaînement de sketchs, de fausses pubs et de parodies musicales, comme on en trouve plein sur YouTube aujourd'hui. Et surtout, les séquences les plus cultes quand Michael Youn donnait de sa personne avec son mégaphone pour aller gueuler Morning Live dans les lieux les plus insolites possibles. Comme en se foutant à poil dans une laverie, ou encore en versant de la lessive dans une grande fontaine au cœur de Paris, ce qui l'a fait totalement mousser, et en se baignant dedans, tranquille. Ouais, niveau prank, c'était un autre niveau les années 2000. Les plus vieux se rappelleront aussi de Vidéo Gag sur TF1 à partir de 1990, une émission où les spectateurs envoyaient leurs vidéos les plus drôles ou insolites, et à la fin de l'émission, celui qui avait envoyé la vidéo la plus marrante gagnait un prix. Là encore, un vrai YouTube avant l'heure. La review de vidéo What the Fuck n'a pas attendu les Antoine Daniel et Mathieu Sommet. On avait ici un plateau où les animateurs réagissaient aux différentes vidéos montrées. Dans le principe du React, on avait aussi les enfants de la télé, la célèbre émission d'Arthur. Ici, le principe était d'inviter des célébrités françaises, de leur montrer des images ou vidéos de leur enfance ou de leur premier pas sur scène, souvent des images pas très avantageuses, et on regardait leurs réactions. Exactement comme quand un youtubeur vous sort le « je regarde mes premières vidéos OMG ». Et d'ailleurs, même le format était pareil, avec la réaction en direct de la personnalité dans un petit rectangle. La TV, c'est aussi évidemment la télé-réalité, Star Academy, Secret Story, The Voice, etc. Et tel quel, ça semble pas trop prendre avec le public YouTube, il y a qu'à voir le fiasco des premiers épisodes de la saison 2 de Fanta XU, mais dans les faits, la télé-réalité, on en bouffe quand même bien sur YouTube. Daily vlog, morning routine, storytime, challenge, what's on my phone, etc. etc. Autant de façons pour les youtubeurs de mettre en scène leur vie quotidienne, de façon bien plus abusée à mon avis que la télé-réalité classique. Les jeux vidéo. Alors a priori, jeux vidéo et télévision, ça fait pas bon ménage. On a été longtemps dans une ambiance où la TV défonce les jeux vidéo à la moindre occasion, et on va pas se mentir, en fait c'est toujours le cas, mais pourtant il y a eu des émissions TV jeux vidéo, et ce, dès les années 80, avec par exemple Pixie Folie, le tout premier programme TV français consacré aux jeux vidéo, diffusé carrément sur TF1. Alors le concept était un peu spécial, les animateurs jouaient à un jeu vidéo, mais étaient aussi acteurs, déguisés et tout, et souvent incrustés dans des environnements de synthèse, et jouer au jeu faisait avancer un petit scénario. On avait par exemple pour Aztec Challenge, les animateurs qui devaient jouer au jeu pour aider un ami à s'échapper de ruines. Cette passerelle Maya est bien en formant des états. Oula! Oula! Ils tombent. Ils sont tombés. Oh, joli crawl cet esclave. Alors ici, pas de réflexion sur le jeu vidéo en lui-même, il n'est qu'un support à une histoire, et finalement, quand on y pense, c'est aussi un peu le cas actuellement avec certains let's players. Quand vous regardez Wankill faire du RP sur Arma, ben c'est pareil, le jeu n'est qu'un support. Ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire qu'ils arrivent à créer autour. Pour la première émission qui parle vraiment de jeux vidéo, il faudra attendre Micro Kids à partir de 1991 sur France 3. Ici, il y avait de tout, des trailers, des tests vidéo, qui font pas mal penser aux rapides vidéos tests de jeuxvideo.com par exemple, on avait même des interviews de développeurs, et surtout il y avait au long de l'émission un genre de jeu télévisé slash compétition e-sport entre deux équipes de gamins. Fallait répondre à des questions sur les jeux vidéo, puis les deux équipes s'affrontaient sur un jeu devant un public de gosses en délire. Moins que l'un des deux ne remporte le match,
de mettre KO son adversaire en moins de 45 secondes. Somme toute une émission vraiment pas dégueu, rythmée et plutôt intéressante. Je l'ai pas connue, mais je pense qu'elle doit laisser de très bons souvenirs à ceux qui la regardaient à l'époque. Mais si on cherche le vrai ancêtre du let's play, il faut se tourner du côté de la chaîne Game One. À partir de 1998, une chaîne TV entièrement basée sur les jeux vidéo à l'époque et pas sur les animés comme maintenant. Plus particulièrement l'émission Level 1 d'un certain Marcus que vous connaissez peut-être. Le concept était dans le nom, présenter le premier niveau d'un jeu vidéo. Tout y était déjà, la tête incrustée dans l'écran, l'humour et même la durée, souvent pas plus de 20 minutes par émission. Un format totalement transposable sur YouTube. Pour le coup, Level 1 c'était exactement la même chose que nos let's play YouTube et c'était il y a plus de 20 ans. Et on notera quand même Antoine Decaune qui jouait aux jeux vidéo à la TV à l'occasion du salon du jeu vidéo en 1983. J'en avais déjà parlé, mais ça me bute à chaque fois. Un vrai pionnier, ce Decaune. Il y a ce jeu-là, c'est un cosmonaute qui défend la Terre. Il y a le jeu avec les Schtroumpfs, le célèbre jeu avec les Schtroumpfs. Il y a ce petit jeu, le Q-Bert, qui permet de devenir beaucoup plus intelligent. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Dis-moi, c'est vraiment fantastique les jeux vidéo. Je découvre bon, seulement. L'humour. Le podcast vidéo n'est pas du tout né avec Norman, Cyprien, Mister V et Hugo tout seul. La vidéo face caméra, c'était totalement ce que faisait Jamel Debbouze à l'époque de l'émission Le Cinéma de Jamel entre 1997 et 1998. C'était littéralement pareil, l'angle de caméra vu de dessus, se déguiser pour jouer plusieurs personnages et inviter des guests, comme Omar Sy par exemple pour son premier rôle à la TV. Même le choix des sujets était aussi simple que ceux des premiers podcasteurs. Jamel nous parlait déjà en 1997 de la rentrée des classes, des blagues racistes ou encore des M&M's. Je me rends compte comme ça, je vois pas le reste du paquet. 365 M&M's de toutes les couleurs. Il y avait des bleus, des roses, des jaunes, des slaves, des Kurdistan, des moldaves, de toutes les races. Ils me regardaient comme ça fixement. J'ai flippé, j'ai couru comme un malade. En plus de ça, il y a eu plein de séries de courts sketchs humoristiques qui ont fait fureur à la TV, avec des formats totalement adaptés à YouTube. Parce que l'humour qui se base sur le quotidien des spectateurs, sur YouTube comme à la TV, ça fait mouche. Dans ce genre-là, on avait en 2011 la géniale série Bref de Canal+, format hyper rythmé et hyper rapide avec des épisodes dépassant pas les 4 minutes. Cette série a d'ailleurs été un vrai hybride entre TV et internet, et depuis 2017, l'intégralité des épisodes sont dispo gratuitement sur YouTube, avec à chaque fois des millions de vues. Dans les mini-sketchs qui font penser au format YouTube, on trouve aussi deux des émissions les plus cultes de M6. Déjà, Caméra Café entre 2001 et 2003, des sketchs d'environ 5 minutes au concept très simple. Que se passe-t-il si on place une caméra dans une machine à café d'une entreprise random? C'est pas une caisse de gonzesse que t'as, hein. Y a pas une égratignure, rien. Par contre, tu verrais l'autre, elle est défoncée, on dirait une canette. J'espère que t'as laissé un petit mot sur le pare-brise, quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je sais même pas à qui elle est, la canette, là. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? On n'est pas pris, hein? Exactement. C'est ma philosophie. Pareil. Je sais. Mais M6, c'est aussi bien sûr Kaamelott de 2005 à 2009, certainement le format court TV le plus célèbre de ces 20 dernières années. Je pense pas avoir à vous présenter cette série. Et si on veut vraiment remonter plus loin, certains se rappelleront de Un gars, une fille au début des années 2000 sur France 2 avec Jean Dujardin, et qui mettait encore une fois en scène des situations du quotidien sur un ton humoristique, ou encore le service après-vente des émissions sur Canal+ à partir de 2005. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'ai eu peur, heureusement c'est pas moi qui est mort. Le point commun de toutes ces émissions, c'est que dans les faits, elles étaient déjà toutes au format YouTube avant même que le site n'existe. La TV, vieux média certes, mais pas incapable de se renouveler. La vulgarisation. Quand on parle vulgarisation scientifique à la TV, il y a une émission qui doit forcément vous venir en tête. Un camion et un générique inoubliable, c'était C'est pas sorcier. 559 épisodes et 17 ans de longévité de 1993 à 2014. C'est pas sorcier, c'est une émission qui a fait découvrir la science de façon ludique à toute une génération. Un savant mélange entre reportage en extérieur avec Fred et Sabine et des explications à l'intérieur du camion avec le célèbre Jamy. Oh, et d'ailleurs, tout était tourné en studio, hein. En vrai, ils mettaient jamais les pieds dans le camion. Voilà, c'était gratuit. Désolé de détruire votre enfance. Les épisodes de C'est pas sorcier passaient à la TV, certes, mais aussi dans les salles de classe. Beaucoup de professeurs utilisaient, et utilisent encore, C'est pas sorcier pour appuyer leurs cours. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi l'émission a eu un tel succès. Elle est sortie à une époque où les sciences à la TV, c'était des documentaires longs, au rythme très lent, où des experts parlaient de leur domaine avec des termes d'experts, ce qui rendait ces émissions
émissions imbuvables pour un public non initié. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de documentaires qui vous endorment et font passer les sciences pour des matières bien reloues et incompréhensibles. Eh bien, C'est pas sorcier, c'est voulu à la base comme une émission qui prenait totalement à contre-courant ces documentaires chiants et a fait le pari de ne plus parler qu'aux initiés, mais à tout le monde. Et c'est marrant parce que les codes de l'émission, qui a presque 30 ans, sont exactement les mêmes qu'une vidéo YouTube. Émission pas trop longue et rythmée, des explications simples et très imagées, beaucoup de blagues pour garder l'attention des spectateurs et une intro qui casse des bouches pour capter l'attention de l'audience, avec le bon gros camion et cette musique qui te mettait de bonne humeur direct. D'ailleurs le titre de la musique c'est Boogie Body de Coca Media, si jamais vous voulez la retrouver, parce que je peux pas la passer ici de toute façon. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça tranchait avec les émissions scientifiques classiques. C'est pas sorcier a rendu la science sexy, compréhensible et amusante. Et la comparaison avec YouTube ne s'arrête pas là. Attention, destruction d'enfance numéro 2, Jamy n'a jamais fait la moindre formation scientifique. Il était en lettres au lycée, puis est parti en école de journalisme. Il est même allé filmer la chute du mur de Berlin pour la télévision française, pour vous dire. Mais ouais, Jamy n'est pas un génie scientifique, comme il l'a très bien dit lui-même lors d'une conférence TED en 2018. Je ne suis spécialiste d'aucune discipline. Je ne suis ni physicien, ni chimiste, ni biologiste. Je ne suis pas enseignant. En fait, je ne suis qu'un passeur. Mon rôle consiste à faire le lien entre les sachants et ceux qui se nourrissent de leur savoir. Pour chaque émission de C'est pas sorcier, Jamy devait en amont, apprendre le sujet. Son mantra a toujours été que tout est explicable et intéressant, si on a le bon rythme et le bon ton. Envie de passer du savoir, de donner envie et d'intéresser son public sans pour autant être un expert dans sa branche, Jamy avait finalement le profil type du youtubeur vulgarisateur actuel. Par exemple, iPensez vous parle de physique en ayant une formation d'informaticien, et pareil chez nous sur Trash, nous ne sommes pas des experts. Par contre, comme Jamy en son temps, toute cette nouvelle génération de youtubeurs vulgarisateurs cherchons avant tout à passer l'envie d'en apprendre plus. Impossible de faire le tour d'un sujet avec une vidéo YouTube comme avec une émission de C'est pas sorcier, mais il n'y a pas meilleure introduction. Et les profs ne s'y trompent pas en montrant de plus en plus de vidéos YouTube dans les salles de classe. Il n'y a pas un message qui nous fait plus plaisir que quand vous nous dites que vous avez vu nos vidéos en cours. C'est pas sorcier aura inspiré une génération entière et de cette émission découlent les centaines de chaînes de vulgarisation françaises actuelles. Et je trouve ça beau. Le flambeau est passé, Jamy et toute son équipe ont rempli leur mission. En tout cas, ça me passionne de faire ces vidéos sur les relations entre TV et YouTube, parce que plus je me renseigne sur le sujet, plus je me rends compte à quel point ces deux mondes sont similaires. La première vidéo, j'étais révolté par le mépris des animateurs. La deuxième, j'étais déprimé par la puissance des chaînes TV. Et cette fois-ci, je suis plutôt serein. Des types comme nous ont tenté des concepts fous et novateurs il y a plus de 20-30 ans, et ils ont pu en faire leur métier. Ils sont toujours là, que notre génération de youtubeurs pourra en dire autant dans quelques dizaines d'années.